Bonsoir à tous. Bienvenue chez Microsoft. Merci d'avoir bravé la neige et les vacances pour être là ce soir. Je me présente, donc je m'appelle Samuel Métias. Moi, je m'occupe de tout ce qui est Cloud Apps autour des offres stratégiques chez Microsoft France, rattaché au comité de direction ici. Et j'ai le plaisir de co-organiser avec Commedia la soirée et de vous accueillir. Donc, bienvenue. Je me présente rapidement. Donc, moi, à côté, pourquoi on a voulu faire cet événement ? Parce que, vous le savez sans doute, Microsoft, de plus en plus, investit dans l'innovation et en particulier via sa plateforme Azure, donc via tous les services innovants et l'intelligence artificielle qui est mis derrière. Et on s'est dit que dans les médias, dans la communication, dans vos métiers, il y avait quelque chose à faire avec tout le savoir-faire qu'on a pu développer dans nos produits depuis des années et qu'on met de plus en plus à disposition sous forme un peu clé en main pour les entreprises. Et on s'est dit que entre la communication et la technologie, il y avait quelque chose de vachement sympa à faire depuis longtemps et encore plus aujourd'hui. Et on s'est dit que ce serait sympa de le faire chez Microsoft. Donc on va en parler un peu plus tout à l'heure, notamment avec Sébastien, mais c'est un peu l'idée générale. Moi, du coup, on a discuté avec Dominique et Alexandre de Commedia. On s'est dit qu'on devait faire tout ça ensemble. Et comme à côté, j'ai d'autres casquettes, puisque j'ai lancé un mouvement qui s'appelle la Happy Tech, et une start-up qui s'appelle Commit, qui est à l'extérieur, on s'est dit qu'on devait aussi aller sur ce terrain-là, c'est-à-dire la technologie qui donne du sens en réalité. Et Microsoft est beaucoup là-dessus. Et donc, tout ce beau mariage, s'est dit qu'on avait un très bel événement à faire tous ensemble ce soir. Et je suis ravi que vous soyez là. Donc, bienvenue. Et je vais laisser la parole à Dominique un petit peu pour nous présenter tout ça. Merci. Merci Samuel, bravo. Moi, je voulais effectivement te remercier de nous avoir fait confiance. Je sais que tu es très impliqué à nos côtés au sein de l'Observatoire. Et Sébastien également, depuis. L'innovation a été peut-être le point de notre rencontre. D'ailleurs, c'est l'innovation qui a été le point de notre rencontre. C'était le monde des startups. Donc, c'est ainsi qu'on s'est rencontrés, qu'on a partagé beaucoup de valeurs ensemble. Et aujourd'hui, on est ravis de pouvoir faire cet événement chez vous. Et merci de cet accueil et de ce lieu qui est absolument formidable. Pour nous, c'est important, effectivement, la technologie qui impacte l'ensemble des métiers de la communication est un sujet qui est tout à fait essentiel. Il nous a paru, avec mon compère, ami et conseil Philippe Bernat, qu'on puisse animer cette table ronde en faisant venir, effectivement, des acteurs importants. Vous êtes tous importants ici, mais des acteurs importants du monde de la communication et aussi un grand donneur d'ordre. Et je crois que c'est important, avec Jérôme Chambin, qu'il soit parmi nous et qu'il puisse témoigner. Qu'est-ce qui nous a motivés à ça ? Je crois que je m'accorde toujours à rappeler l'univers de la communication. L'univers de la communication, comme vous le savez, c'est un poids économique important pour nous. C'est 41 000 entreprises, c'est 34 milliards d'euros. C'est le 3e contributeur au PIB national, n'est-ce pas Philippe ? Je le rappelle à chaque fois. Et aujourd'hui, c'est un secteur que nous, on a décomposé en 19 secteurs, mais qu'on a ramené en 4 grandes macros. Le monde des agences, le monde des médias, le monde de la filière industrielle et le monde de l'événement. Je crois qu'il est important de rappeler que c'est autour de ces sujets-là. Il était aussi pour nous important ce soir d'avoir des représentants de la filière industrielle qui, comme vous le savez, dans l'univers de la communication, est le poids économique le plus lourd. C'est 43%. On l'oublie bien souvent, trop souvent d'ailleurs. Il est important également de le rappeler. C'est essentiel aussi pour nous d'avoir, en effet, des représentants de tous ces grands secteurs d'activité. Lorsque j'ai eu le plaisir de préparer cette table ronde, je retiens plusieurs choses avant de laisser la parole à Sébastien en ouverture. J'ai retenu plusieurs choses. J'ai retenu tout d'abord, dans la dimension de la technologie et l'impact sur les métiers, la dimension de ressources humaines et de talent. Ce qui est un élément qui, en effet, est très signifiant et qui est un fil rouge que je crois nous avons tous partagé autour de cette table ronde. Deuxième sujet, c'est effectivement de ne jamais oublier les valeurs, l'éthique, qui sont des sujets également que vous portez dans tous les métiers. Troisième sujet, c'est aussi d'être sans concession par rapport à la technologie. La technologie, ça ne fait pas tout et ça ne résout pas tout. Et je crois qu'il faut aussi savoir en parler avec, je dirais, objectivité. Et je crois qu'ici, on aura ce soir à la table ronde, d'ailleurs, ce serait bien qu'on mette la table ronde d'ailleurs qui est présente. Parce que comme moi, je ne vais pas vous présenter. Donc, Paul, si tu peux voir pour changer de slide. Non, pas du tout. Il n'a pas envie. D'accord, c'est pas grave. Donc, voilà, c'est un troisième point d'appui. C'est un troisième point d'appui qui est également pour nous important, sur lequel on s'est tous retrouvés. Donc, il y a eu beaucoup de points communs dans les échanges. Et bien sûr,
c'est également la formidable opportunité que représentent les technologies pour les métiers de la communication, quels que soient les secteurs d'activité. Je crois que c'est voilà ainsi que j'ai ressenti, en échangeant avec chacun d'entre vous, des points communs que vous aurez tous donc effectivement à partager, à exprimer. Alors je le dis toujours, j'ai peu de succès en règle générale. N'hésitez pas aussi à nous interpeller, nous questionner. Vous êtes d'accord, pas d'accord. On peut être dans des positions contradictoires. Vous savez, à l'Observatoire, on n'a jamais été, on est toujours sans langue de bois. On dit ce qu'on pense. Voilà, et on partage. Alors, on va ouvrir cette séance. Déjà, un premier tour de table rapide, de facettes, que vous puissiez vous présenter d'une part, bien sûr, mais aussi, je dirais, en 3 minutes. On va faire les pitchs de 3 minutes, on les impose aux startups, on va vous les imposer. Donc, pour présenter, vous, la technologie et l'impact sur de la communication, c'est quoi? D'abord, Sébastien, merci de nous accueillir chez Microsoft. Et je sais que tu étais un artisan important. Merci beaucoup, Dominique. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur le campus de Microsoft France. Je m'appelle Sébastien Imbert, je dirige l'ensemble des activités marketing digital pour Microsoft en France, mais aussi les événements. C'est pour cela que, notamment, je gère l'ensemble du campus, des salles dans laquelle vous êtes, dans la salle dans laquelle vous êtes et les autres salles de Microsoft sur le campus, pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, le fait d'avoir les événements dans une équipe digitale, ça permet d'en amortir la production de contenu. Parce que produire du contenu, c'est beaucoup d'énergie. Fédérer des intervenants, des ressources, mobiliser un certain nombre d'outils. Et donc, on s'est dit qu'il était peut-être pertinent, pour faire durer le goût du chewing-gum d'un événement, de pouvoir le valoriser au maximum en ligne. Donc, petit aparté sur la partie événementielle, qui est un fondement également très important de la communication aujourd'hui. En très bref, en 3 minutes, Microsoft est un éditeur de technologie. La technologie est omniprésente dans tous les métiers aujourd'hui, et particulièrement dans le domaine de la communication, un domaine qui est bouleversé parce que dans la prolifération des outils et des services qui sont mis à disposition, aujourd'hui, à mon sens, on rentre dans une ère de fin du coût de communication et on rentre pleinement dans l'ère de la plateforme de communication. Je vais reprendre des acronymes propres au cloud. Je ne vais pas parler de IaaS, de SaaS, de PaaS, mais de MAP, de Marketing as a Platform, ou certains diront d'IPaaS, d'Integrated Platform as a Service, où globalement nos rôles aussi, c'est d'accélérer l'innovation combinatoire de l'ensemble des API, des microservices qui sont mis à notre disposition en tant que marketeur parce qu'à nouveau, la technologie n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, mais pour délivrer le meilleur niveau d'expérience à tous nos clients dans un contexte où ils sont totalement saturés de messages aujourd'hui. Merci Sébastien. Jérôme. Bonjour, donc je suis Jérôme Chambin, le directeur de la communication et du digital de GRDF. Moi, je viens ici un peu pour témoigner de l'importance de la technologie dans nos métiers de la communication. J'aurai l'occasion de revenir plus tard sur toutes ces thématiques. Juste, pour moi, les deux mots sont indissociables et c'est pour ça que j'ai accepté de venir parler. Je parlais avec mes enfants il n'y a encore pas très longtemps, à l'époque où j'ai commencé à travailler dans la communication, qui n'est pas si vieux que ça quand même. Du moins, j'ai l'impression que ce n'était pas si vieux que ça. Et je leur disais qu'on envoyait les communiqués avec des fax, qu'on avait les téléphones fixes et parfois, dans les cas d'urgence, on avait un beeper à la ceinture. Et là, ils m'ont regardé avec des yeux en me disant « mais comment vous pouviez communiquer comme ça ?» Donc, la technologie a tout transformé, bien évidemment, vous le savez tous, on le sait tous. Ça a donné beaucoup de sens parce que ça a vraiment fait évoluer nos façons de raisonner, nos façons d'embarquer les gens, que ce soit notre public externe ou notre public interne, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis, chez GRDF, il y a un vrai enjeu. On est une boîte très institutionnelle, très ancienne, très ancrée dans des valeurs fortes, mais un peu vieillottes. Et finalement, on a une chance, ou peut-être une force, c'est que même si on est très vieux, très ancré dans nos valeurs, on aime beaucoup se faire bousculer par les startups et essayer d'injecter justement toute cette nouvelle dynamique, toute cette impulsion absolument incroyable qui nous est délivrée, que ce soit sur les métiers de la com, comme dans nos métiers traditionnels. On travaille effectivement beaucoup là-dessus. Donc c'est avec plaisir que j'ai répondu pour pouvoir apporter un petit éclairage sur cette technologie dans nos métiers de communication.
Alors, je voulais dire un mot parce que je crois que vous savez, à l'Observatoire, nous, on porte un enjeu qui est de dire aussi à l'ensemble des grands donneurs d'ordre, aujourd'hui, voilà, c'est 34 milliards, je l'avais rappelé tout à l'heure, on estime que l'ensemble des grands donneurs d'ordre, pour les aider à s'acculturer, à repenser différemment également les modèles, le fait de pouvoir collaborer, travailler et vraiment donner des bons de commande à des startups est un élément absolument déterminant. On estime qu'entre 5 et 10%, ce serait formidable. Ce serait formidable du périmètre du budget de communication. Et alors, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, c'est 0,1% qui est attribué au monde de l'innovation et aux startups. Autant vous dire que le chemin, il est très long à parcourir. Et on a besoin de l'accélérer parce que d'abord, c'est un vivier extrêmement dynamique, le monde des startups, et il faut l'alimenter pour qu'il grandisse. Et là, pour le coup, j'ai eu le plaisir, on a eu le plaisir à l'Observatoire donc, de faire un réveil de l'innovation chez toi, Jérôme. Et bien sûr, on y a accueilli des startups. Et ce qui est formidable, parce que si c'est pour accueillir des startups pour faire le zoo, ça ne sert strictement à rien. Hein, ce n'est pas le sujet. Et là, moi, j'étais ravi, parce que d'abord, tu nous as accueillis très gentiment avec tes équipes. Et je crois qu'il y a eu 3 ou 4 entreprises innovantes qui ont été retenues, avec lesquelles tu collabores aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment le signe. Et si tous les grands donneurs d'ordre, je sais que vous êtes nombreux ici ce soir, doivent aussi s'inscrire dans cette dynamique, parce que je crois que ça irriguera vraiment l'innovation en France. Céline, à toi. Alors Céline Le Tuteur ici, je dirige la communication et le marketing de Hubs Group, qui est un groupe récent, qui est un groupe qui a 1 an d'existence et qui est un groupe qui compte 22 000 personnes. Nous avons dans ce groupe en fait une première verticale qui est la verticale sur les métiers de la distribution et de la livraison avec Adrexo, qui est l'un des leaders en France de la distribution d'imprimés publicitaires, de courriers et de colis. Et la société Colis Privé, qui, je pense, vous la connaissez, est le leader privé de la distribution de colis au domicile des particuliers. Nous avons une deuxième verticale sur les métiers de la logistique, donc qui est toute récente, puisque nous avons communiqué sur l'acquisition de Dispeo pour monter sur les sujets de la logistique e-commerce, et puis des activités également de mode avec des marques comme Patogaz que nous venons de racheter, Watts, etc. Donc nous ne sommes pas un pure player, nous ne sommes pas une agence de communication, nous sommes plutôt un groupe industriel. Et effectivement, je pense que c'est important qu'on puisse dissocier digital et technologie, puisque digital, je viens du groupe Denso Aegis Network. J'ai passé quelques années à la direction de la communication du groupe Edemarc, et dans un groupe qui est issu, dont les revenus sont issus à plus de 50% du digital, et j'ai fait le pari non pas de l'audience ou de l'attention, mais plutôt le pari de la technologie au service de l'industrie. Et j'ai quelques exemples que j'aimerais partager avec vous, parce que je pense que c'est un pari qui est plutôt réussi. Merci Céline. Laurent, on ne te présente plus, hein, toi. Laurent Habib. Je suis le président de l'agence Babel et le président de l'AACC, c'est-à-dire l'Association des agences conseils en communication. Et moi, je dis des choses gentilles sur la technologie, généralement, mais aussi j'alerte sur un certain nombre de ses dangers. Et donc, je viens apporter une sorte de contrepoint, non pas nostalgique, mais plutôt futuriste, en essayant de m'interroger sur la façon dont la technologie va être utilisée par les marques et sur les dérives d'une certaine forme de fétichisme technologique que je vois chez certains annonceurs. Et donc, j'essaye d'apporter un contrepoint, mais amical toujours, et sympathique. Enfin, j'essaye. Hein, et bienveillant. Bienveillant, voilà. Je sais pas, merci Laurent. Voilà. On a à revenir. Merci, Christophe. Laurent. Bonjour, moi je m'appelle Christophe. Alors je représente à la fois ma société, donc MIC, qui est une agence média, le groupe auquel j'appartiens, Groupe M, donc qui est un groupe de communication important et le leader mondial de l'achat d'espace publicitaire. Mais je représente aussi un tout petit peu la catégorie dans laquelle on opère, celle des agences médias. Et mon objet aujourd'hui, ça va être, et j'espère qu'on aura des questions, de vous dire à quel point on accorde une grande valeur à la technologie. D'abord parce qu'elle nous a permis d'améliorer fortement les services qu'on apporte à nos clients à différents niveaux. Ensuite parce qu'elle repose des questions fondamentales sur la valeur, notamment la valeur du média. Et là pour le coup je pense au digital, où on découvre petit à petit, enfin plus ou moins petit à petit, que la notion de prix qui a été longtemps un sujet de débat est largement supplantée par la notion de valeur. Est-ce que ce que je fais est même vu? Est-ce que ce que je fais est vu par un humain ou par un robot?
Et elle pose aussi, cette technologie, d'autres questions, d'autres challenges qui sont passionnants, comme qui est le tiers de confiance du donneur d'ordre, comme tu les appelles. Nous, on appelle ça des clients, des partenaires. Parce que vous êtes tous dans cette salle l'objet de pitchs divers, de providers de solutions, de développeurs de solutions, qui vous aident finalement à faire le tri. Donc la notion de tiers de confiance est quelque chose qui nous intéresse. Et je terminerai par un point d'éthique, un peu pour rebondir sur ce qui a déjà été dit. Vous savez aussi que des phénomènes comme l'utilisation des ad-blockers sont des choses auxquelles on porte nécessairement beaucoup d'attention. Et plus globalement et au-delà de la RGPD et peut-être de la e-privacy demain, je pense qu'on a un collectif à trois. Pardon. Je vous prie de m'excuser, c'est la technologie. On a un combat collectif à mener sur le respect. Sinon, Sinon, effectivement, le risque, c'est qu'on va se couper de la relation. Et la relation, c'est sans doute ce qu'il y a de plus cher à nos yeux et aux yeux de nos clients. Voilà. Merci. Bonsoir, je m'appelle Patrick Lara, je suis directeur général de Publicis Conseil, donc qui est l'agence de communication, la plus grosse agence de communication en France du groupe Publicis. Ça fait une petite trentaine d'années que j'exerce ce métier. Si je vous dis ça, bah oui, déjà, je sais, voilà. Si je vous dis ça, c'est parce que pendant très longtemps, j'ai le sentiment que le métier de la publicité n'a pas beaucoup évolué et que depuis quelques années, il subit une accélération hallucinante, dont j'essaierai de vous parler un peu tout à l'heure, qui sont essentiellement liées au digital et à ces fameuses nouvelles technologies. Alors le groupe Publicis a pris le pari très tôt des nouvelles technologies en investissant et en rachetant Sapient il y a quelques années aux États-Unis, et puis plus récemment a mis en place Vivatech, je pense que vous connaissez tous. Alors je ne sais pas si c'est un zoo, tu parlais de zoo tout à l'heure, je ne sais pas, mais en tout cas je pense que c'est une bonne démonstration aussi de l'intérêt. Je suis assez prudent, oui, effectivement. Je te taquine. De l'intérêt qu'on porte aux startups. Et très brièvement, tout à l'heure, j'essaierai de vous parler de création et nouvelles technologies parce que les deux sont de plus en plus imbriqués, j'ai le sentiment. Un petit mot sur les RH que tu citais aussi tout à l'heure. Et puis, je vous parlerai de science-fiction aussi. À tout à l'heure. Alors, avant que Philippe prenne la parole, d'abord, c'est mon compagnon dans de nombreuses conférences que nous animons ensemble. Vous dire pourquoi Bercy est ici, pourquoi la médiation est ici. D'abord parce que la médiation, c'est l'ADN au sein de l'Observatoire comme média. Dès que l'Observatoire, on va fêter nos 10 ans cette année, dès qu'on a créé l'Observatoire, quelques mois après, nous étions avec la médiation pour travailler dans des contextes économiques extrêmement difficiles. Et à l'époque, c'était avec Jean-Claude Vollot. C'est aujourd'hui avec Pierre Puy-Pelouzet, avec toi, Philippe. Et je crois que c'est important pour également un écosystème entrepreneurial qui est le nôtre, de savoir aussi être écouté par des gens qui ont été extrêmement opérationnels à nos côtés. Moi, je tiens à dire, beaucoup d'entreprises de notre filière et beaucoup de nos adhérents ont été sauvés grâce à la médiation. Je dis bien sauvés, hein, dans des conditions parfois très difficiles, liées au délai de paiement, liées aux ruptures abusives de contrat. Et à chaque fois, la médiation est intervenue à nos côtés avec beaucoup de bienveillance et à sauver des boîtes, quoi. Et je crois qu'il faut savoir le dire. Et je crois que c'est important. Certains d'entre vous ici, dans cette salle, le savent bien. Et ça, d'abord, je voulais qu'on le salue. Et Philippe, dans le monde de l'innovation, nous accompagne également et accompagne aussi les startups dans leur regard, et aussi des grands groupes, d'ailleurs, dans le regard qui est celui auprès du crédit impôt recherche. Parce que c'est aussi des sujets importants qui, parfois, a posé quelques difficultés importantes à des TPE, PME. Et bon, et à chaque fois, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'appui. Et au-delà de ça aussi, on est en train de travailler ensemble, on en parlera au terme d'ailleurs de cette conférence, sur monter un groupe de travail sur les nouvelles réglementations sur la data. Tu en faisais état, Patrick, tu en faisais état, Christophe. Parce que je crois qu'aussi, il faut savoir qu'on pose la question, parce que ça va créer des problèmes. Lorsqu'il y a une nouvelle réglementation qui naît, ça peut créer des problèmes. Maintenant, j'essaie de présenter Philippe. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je porte la mission innovation au sein de la médiation. Donc, la médiation a deux missions. La première, c'est de réparer des relations lorsque ces relations contractuelles ou parfois avec l'administration où il n'y a pas forcément un contrat, mais il y a un engagement, comme le crédit impôt recherche dont tu parlais il y a un instant, c'est de réparer des relations entre deux parties qui sont en train de partir un peu en vrille. Hein, et si on veut maintenir un niveau d'emploi, d'économie et de développement, il faut absolument qu'une relation qui est longue à établir reste dans le temps
et retrouvent un équilibre, même après parfois quelques difficultés pour différentes raisons. Donc oui, effectivement, on est intervenu dans beaucoup de cas, alors pour sauver des entreprises dans le cadre de relations tendues entre deux acteurs, pour parfois effectivement débloquer le comportement de l'administration sur des crédits d'impôt recherche, d'une banque sur du financement, bref, et dans un rapport extrêmement logique et économique vis-à-vis de l'entreprise. Alors ça, c'est réparer les relations. Au-delà de ça, ce qui est beaucoup plus intéressant, ce qui nous anime d'ailleurs dans notre relation à nous, c'est préparer l'environnement qui va porter une relation, travailler sur des valeurs, travailler sur des prérequis qui feront que les petits vont pouvoir travailler avec des grands. Il n'y a rien de moins naturel que de faire travailler un grand et avec un petit. Le petit pense que c'est facile, mais ce n'est pas vrai du tout. Et le grand pense que ça va être facile, mais ce n'est pas vrai du tout. Il y a un ordre à suivre. On commence par un démonstrateur, puis on fait un prototype, puis on déploie une solution industrielle. Ça prend du temps, il faut installer le dialogue, il faut installer la confiance, la transparence. On l'a dit tout à l'heure, il y a un instant, et je pense que c'est fondamental, la bienveillance. Et une bienveillance bien comprise, œil pour œil, dent pour dent, et on se comprend mutuellement. Bref, tous ces sujets-là sont les sujets qui font mon quotidien. La mission innovation a été installée, et je lui rends grâce tous les jours encore, après un travail qu'on a pu faire avec Fleur Pellerin, qui a vraiment été précurseur dans sa vision. Et quand on parle de French Tech, de Startup Nation et de l'image qu'a la France aujourd'hui en matière d'innovation, on lui doit beaucoup. Et je pense particulièrement à elle ce soir, en particulier avec la communication. Moi, il y a une chose formidable qui me passionne dans ce monde de la communication, qui n'est pas le mien. Moi, j'aime plutôt de l'aéronautique, donc c'est pas tout à fait le même monde. C'est que je crois que la communication, au-delà du fait que ça installe des relations entre des offreurs et des clients potentiels, c'est aussi aujourd'hui le moyen de renforcer le fonctionnement des entreprises dans leurs propres organisations. Et qu'une communication externe, si elle n'est pas accrochée correctement à une communication interne, il va se passer des choses pas bonnes du tout. Et je pense que ça, c'est aussi un sujet qu'il faut qu'on traite. La technologie pour le client, c'est bien, mais la technologie pour ses salariés, c'est fondamental. Et plus globalement, et on y vient avec l'objet social des entreprises, qui est un sujet aussi qu'il faut intégrer dans nos réflexions, c'est la technologie pour son écosystème. Quelle technologie, quelle communication autour de la technologie, quelle technologie pour la communication. Et tout ça, ce sont nos sujets. Et effectivement, quelle réglementation, quelles contraintes, et comment vivre avec ça en les rendant les plus acceptables et les plus vivables possibles. Merci Philippe. Jérôme, j'ai te repassé donc le micro. Aujourd'hui, la technologie, ça a impacté tes organisations, si je l'ai bien compris. Ça a impacté tes équipes. Ça a impacté effectivement tes prestataires de la communication. Peut-être, si tu peux nous résumer un peu donc, ce mix que tu as fait donc, pour en faire un service communication lui aussi innovant. Alors déjà, je suis ravi des propos qui viennent d'être tenus parce que la communication interne a souvent été le parent pauvre de la communication. On voit, monsieur, vous représentez plutôt des aspects de communication externe qui sont souvent plus mis en valeur. Et pour autant, je crois que là où la technologie a probablement le plus bouleversé nos métiers, c'est bien sur la communication interne. Je ne vais pas faire du retour en arrière, mais c'est vrai qu'avant, la communication interne se concentrait à informer finalement les collaborateurs et il n'y avait pas beaucoup de notions d'échange, ni même de capacité à échanger, si ce n'est à l'occasion d'événements un peu spécifiques. Aujourd'hui, les plateformes qui nous sont offertes donnent une toute autre dimension à la relation que l'entreprise doit avoir avec ses collaborateurs. Et ça, c'est vraiment le premier bouleversement qu'on a fait. Ça a été une dynamique qu'on a engagée dès 2010 avec une première expérimentation de réseaux sociaux d'entreprise. Ça a été un peu laborieux, je ne vous dirai que ça. Et puis, alors, je ne dis pas ça parce qu'on est là, mais je le dis parce que c'est tout simplement le reflet de la réalité. En 2015, il s'est trouvé qu'on a mis notre communication interne sur une plateforme de Microsoft et on a collé le réseau social d'entreprise Yammer. Et là, d'un seul coup, on a créé une dynamique incroyable. On a 12 000 collaborateurs chez GRDF, on a 10 500 inscrits sur le réseau social d'entreprise. Jusque-là, rien d'inquiétant, parce que souvent, quand on met en place, on impulse un peu la dynamique et on oblige un peu les gens à s'inscrire. Mais le chiffre dont je suis le plus fier, alors pas à titre personnel, parce que j'y suis pour rien, mais
ce sont 8500 collaborateurs qui sont actifs. Actifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont une action, qu'ils postent, qu'ils likent, qu'ils font suivre au moins un message dans une durée de 3 semaines. Je crois que c'est les 3 semaines le créneau. On a 950 communautés qui ont été créées. C'est absolument une révolution en interne en termes d'engagement de nos collaborateurs dans la dynamique et dans la stratégie de l'entreprise. Et je pense que pour moi, l'apport de la technologie, c'est là qu'elle a été le plus marquant. Et ça a tout changé. Moi, je me souviens, encore une fois, excusez-moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir un très très grand âge, mais quand je suis arrivé dans mon entreprise, on m'avait dit, et on m'a souvent dit, l'information c'est le pouvoir. Aujourd'hui, avec la technologie, tout ça c'est fini. Et tant mieux. Et moi, je pense franchement que tant mieux. Par contre, ça a nécessité un vrai accompagnement, parce que ça a été une vraie révolution dans nos entreprises, dans la façon dont il fallait communiquer avec les gens, engager les gens. Les managers se sont sentis dépossédés de ce pouvoir. Il a fallu accompagner. Et la technologie, elle a dû s'accompagner d'une réelle conduite du changement, bien évidemment. Donc pour moi, le premier impact de la technologie, elle a avant tout été en interne. Et aujourd'hui, la com interne, ce n'est pas juste de l'information, c'est vraiment de l'employé advocacy. Aujourd'hui, nous, on a 2500 collaborateurs très actifs sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, qui, tous les jours, prennent la défense de notre marque, répondent à nos consommateurs qui peuvent se plaindre parce que parfois, nous ne sommes pas absolument excellents. 2500 personnes. Et ça, c'est une puissance absolument incroyable que l'on doit à la technologie. Merci. Alors, Laurent, tu m'as dit, écoute, attends, n'oublie jamais ce qui est notre métier. Quand on a parlé de technologie, donc je sais qu'Alexandre était en échange au téléphone avec Alexandre, je te sentais agacé, donc en disant mais la technologie et la création, on en fait quoi? Vas-y Laurent. En fait, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Évidemment, la création va s'adapter aux technologies, mais la question qui est posée, elle est un peu différente. En fait, on est dans un moment dans lequel on a le sentiment de la toute-puissance qu'amène la technologie, parce que la technologie permet de parler à chacun plus facilement et moins cher qu'à tous. Ce qui fait que pour l'ensemble de ce que tu appelles les donneurs d'ordre, qu'on appelle encore des annonceurs, mais bon, ou des clients, il y a des partenaires. Oui, mais si on dit partenaire, on ne sait plus très bien de qui on parle non plus, parce que c'est un mot un peu banal. Donc, mais du coup, nos amis qui ont des sous. Oui, bon, ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train d'avoir une sorte de révolution dans une prise de conscience qui les amène à faire des bascules extrêmement fortes qu'on voit tous dans nos entreprises et qui sont des bascules qui sont faites avec plus ou moins de maîtrise et de sens. Cette bascule, elle amène le directeur du marketing à reprendre beaucoup la main par rapport au directeur de la communication, ce qui n'est pas étonnant, au CDO de peser beaucoup plus que le DIRCOM, à l'investissement dans les médias digitaux être beaucoup plus important, et dans ces investissements sur les médias digitaux, ceux qui sont consacrés à Facebook et à Google à prendre une part extrêmement importante. Je rappelle que Facebook et Google prennent 80% de la croissance du digital, avec des effets de bord qui sont quand même extrêmement puissants dans notre industrie, et notamment la fragilisation des médias traditionnels, des mouvements qui sont extrêmement puissants. Or, la marque, dans ces mouvements, elle n'est pas totalement laissée pareil. Quand vous mettez une marque dans un fil de Facebook, il se passe des choses très intéressantes. Moi, ma fille m'a expliqué qu'elle faisait l'intégralité de ses courses grâce à son Instagram, ce qui n'est pas encore mon cas, mais donc je vois bien que ça fonctionne. Mais la marque ne fonctionne pas de la même façon, c'est-à-dire que la relation qu'on entretient avec le corps immatériel qu'incarne la marque et la valeur immatérielle qu'incarne la marque n'est pas tout à fait la même dans un usage de la technologie. Alors, il y a, à mon avis, une chose à faire qui est toute simple, qui est de ne pas faire preuve de fétichisme à l'égard de la technologie. La technologie, elle est intéressante dans sa puissance, dans sa capacité d'individualisation, dans sa complémentarité, dans la diversité de formats qu'elle offre. Il y a des choses extraordinaires pour les marques, et c'est donc une opportunité pour nos métiers qui, effectivement, et je ne reprends pas ce qui a été dit, ont profondément changé dans ces dernières années. Mais en même temps,
on doit faire extrêmement attention à préserver les fondamentaux. Alors les fondamentaux, c'est quoi? C'est que la marque, elle doit rester singulière. La première chose, moi, qui m'inquiète, c'est que les consultants en technologie amènent très souvent des acteurs dans des mêmes secteurs à prendre des décisions qui sont les mêmes, avec des solutions technologiques qui sont souvent identiques et avec des traductions qui finissent par se ressembler. Et comme en plus, les marques s'expriment un peu de la même manière et que dans des formats qui sont des formats beaucoup plus petits se retrouvent à s'exprimer pour dire à peu près les mêmes choses, on a une perte d'un élément clé de notre économie qui est la singularité de la marque. Donc notre rôle, c'est évidemment de protéger par la créativité les marques de leur désingularisation, si je peux utiliser un néologisme. Mais en même temps, il faut faire attention à ne pas donner un poids trop important à la technologie. En fait, moi, je propose une sorte d'équilibre, qui n'est pas un équilibre en même temps. Là, hein, c'est pas du... Enfin, si vous voulez, on peut faire un truc en même temps, hein, de toute façon, c'est pas grave. Mais c'est de dire, en fait, il faut construire à la fois une prise de conscience des enjeux de la technologie dans la conquête d'une nouvelle relation avec les consommateurs, mais en même temps veiller à ce que les actifs immatériels de la marque soient préservés dans les nouveaux usages et que par la créativité, par l'investissement des hommes et l'importance du capital humain, par la singularité de la culture de la marque et de l'entreprise, soit préservé au fond ce qui constitue une part essentielle de la valeur. Alors ça veut dire quoi concrètement? Je finis juste, c'est que ça veut dire qu'il faut éviter les coups de barre à droite qui suivent les coups de barre à gauche. C'est-à-dire le tout TF1 puis le tout Facebook. C'est pas très intelligent. C'était pas très intelligent de faire du tout TF1 et c'est pas plus intelligent de faire du tout Facebook. Bon, je fais une généralité. Ça peut être très intéressant pour une marque ou deux, mais il faut essayer de regarder quand même les investissements médias en composant une pluralité de formes d'expression et en maintenant la relation avec le consommateur. Et c'est particulièrement vrai dans un domaine qui est celui de l'intelligence artificielle. Moi, je crois que notre métier n'est pas seulement impacté par la data et la puissance des nouvelles plateformes, il est impacté demain de façon massive par la généralisation des interfaces vocales. Et la généralisation des interfaces vocales questionne profondément le rôle des marques. Parce que quand vous aurez une interface vocale, le nombre de fois où vous citerez une marque dans votre cuisine, dans votre voiture ou dans votre salon, et que vous penserez à la dépendance que crée l'interface vocale avec votre univers de consommation, ce sont des préoccupations qui sont extrêmement importantes. Et on peut se dire que c'est pour demain. En fait, c'est pour juste dans demain, parce que les interfaces vocales vont normalement devenir majoritaires en 2020 ou 2021. Et donc, il faut qu'on questionne la façon dont on préserve une relation spécifique de la marque avec ses publics. Sinon, non seulement notre métier de la com va profondément se transformer, mais au-delà de ça, c'est notre économie européenne risque d'être profondément fragilisée ou en tout cas remise en cause dans ces éléments actuels. Alors Laurent, je crois que Christophe disait également on a un rôle clé qui est la notion de tiers de confiance. Qu'est-ce qu'on entend par tiers de confiance lorsqu'on est... Si tu permets, Dominique, juste avant de venir sur tiers de confiance et tout ça, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Laurent, à juste titre. Donc, je ne sais pas s'il y a dans la salle des gens qui sont dans l'univers des CPG ou des FMCG, enfin ce qu'on appelle les marques de consommation courantes. Posez-vous vraiment la question de ce qui va se passer, et c'est effectivement, tu disais dès demain, où il va arriver un moment où effectivement la présence linéaire que vous avez aujourd'hui, par exemple avec les retailers physiques, eh bien cette présence elle sera moins là, elle sera toujours là parce que Amazon ne va pas tuer tout le monde, hein, c'est pas le sujet. Mais en revanche, quand les consommateurs vont parler à la Google Home ou à Alexa, quand elle parlera français, il n'y aura pas de linéaire. Donc, c'est l'algorithme qui choisira de pousser ou pas votre marque ou ses propres produits. C'est ce qu'on observe aux États-Unis, où Amazon est déjà très, très mûr. Donc, c'est un vrai sujet. L'identité sonore de la marque, la préférence de marque, la relation à la marque vont devenir des sujets vraiment clés. Donc, ne regardons pas trop le bas du funnel, posons-nous aussi des questions sur le haut du funnel. Bon, par rapport à ça, tu voulais que je parle de tiers de confiance. Un mot. Sur le tiers de confiance. Drive to Store. Vous avez tous entendu parler de Drive to Store. Vous avez tous été démarchés. Peut-être que certains d'entre vous représentaient des sociétés technologiques ou des éditeurs ou des solutions qui proposent ou qui préconisent aux annonceurs, aux partenaires, aux clients, appelons-les comme on veut, ceux qui ont des sous. Mais nous aussi, on a des sous. Ce n'est pas les mêmes. De faire venir des gens en magasin.
Eh bien, quand vous regardez d'un peu plus près ce sujet et que vous comparez les différentes technologies entre elles, voire que vous faites des tests, ce qu'on a fait, nous, dans notre petit groupe, où on a pris certains de nos collaborateurs, ont accepté de donner leurs identifiants mobiles, et qu'on constate les différences qu'on peut observer entre les visites déclarées ou reportées dans les dashboards, et tout ce qui n'est pas dans un dashboard n'est pas vraiment réel. Alors, entre Google et Facebook qui ne veulent pas discuter de ce qu'ils appellent une visite, les autres acteurs sont un peu plus ouverts, vous vous rendez compte que oui, plus que jamais, avec ces avancées technologiques, à un moment, il va y avoir besoin de tiers de confiance, de gens qui regardent les technologies de manière un peu distante et agnostique et savent dire aux donneurs d'ordre, reprenons ce mot, telle solution sur ce sujet-là marche mieux. Quelle est la réelle proportion de gens qui se baladent avec leur Bluetooth activé ou pas? Bon, il y a beaucoup de sujets comme ça sur lesquels je pense qu'on va pouvoir reprendre une position de conseil. Céline, lorsqu'on a 24 000 collaborateurs, c'est ça? 22 000. Okay. Comment on accompagne et qu'est-ce qui se passe concrètement? Comment 22 000 collaborateurs qui sont qui arrivent dans un groupe nouveau, encore une fois, qui a 1 an d'existence. Donc c'est vrai qu'en termes de communication interne, une vraie problématique pour créer un groupe consistant. Et c'est vrai qu'on a fait le choix, et j'aime beaucoup cette idée de la singularité, parce qu'on a fait effectivement le choix d'être un peu singulier dans notre approche en termes de communication interne et en termes d'outils internes, puisqu'on travaille beaucoup sur les sujets de l'intelligence artificielle. On a créé des chatbots, on est en train de les lancer en interne pour pouvoir onboarder nos nouveaux collaborateurs, les accompagner sur des problématiques d'assistance. On est en train aussi de mettre en place des solutions de gestion intuitive des mails pour pouvoir désencombrer au maximum les boîtes mail des collaborateurs et avoir des outils qui nous permettent, avec cette intelligence artificielle, de pouvoir travailler un peu le contenu des mails, leurs expéditeurs, et de pouvoir réorganiser ces mails dans les boîtes de tout un chacun. Bien sûr, tous les outils qu'on connaît aussi de communication, d'outils collaboratifs qu'on a mis en place. Nous, ce qui nous a aussi intéressé, c'est les solutions business qu'on pouvait aussi développer sur des marchés qui ne sont pas au départ les nôtres, qui ne sont pas des marchés naturellement technologiques. On a créé des outils, on a développé en interne des devices qu'on a donnés à l'ensemble de nos distributeurs. Donc on a tous les jours 17 000 personnes qui sont sur le terrain pour vous distribuer des imprimés publicitaires, qui est d'ailleurs sur vos solutions Drive to Store si vous en souhaitez. Je vous conseille l'imprimé publicitaire, qui est le média le plus héroïste pour vous rendre en magasin. Et donc qui toutes les semaines veut distribuer des imprimés publicitaires, des courriers, des colis. Et donc, avec ces nouvelles technologies, nous avons des devices qui nous permettent de pouvoir, notamment sur la distribution de courrier, savoir exactement les plis qui sont distribués, qui ne sont pas distribués, de pouvoir faire des campagnes plus intégrées, plus digitales, avec des actions plug and play. Dès lors qu'un pli est distribué, une action emailing, SMS, j'ai grand plaisir à regarder mes amis de la Poste, parce que c'est une chose que nous sommes les seuls à faire. Je suis ravie. Et globalement, voilà, sur tous ces sujets, c'est intéressant pour nous, sur des métiers historiquement un petit peu plus traditionnels, de pouvoir utiliser la technologie au service d'un nouveau rapport autour de ces métiers. Merci. Alors, Patrick, lorsqu'on a parlé de technologie, tu m'as emmené dans la science-fiction, donc assez rapidement dans nos débats. Peut-être oui. Peux-tu partager un peu ta lecture avec notre public sur ce sujet? Alors, déjà, j'entends parler que de technologie, de mots assez compliqués, etc. Mais c'est super, tous les chatbots, tout ça, c'est formidable. Moi, je voudrais juste dire un truc, c'est que dans les agences de communication, il y a quelque chose que les machines et la tech ne remplaceront jamais, ce sont les humains. Voilà, donc, merci. Non, mais c'est vachement important, parce que moi, je dis toujours que le seul capital d'une agence de communication, c'est ses collaborateurs. Et on parle beaucoup d'intelligence artificielle aussi, etc. Je trouve ça formidable. Mais il y a un moment donné où d'avoir une idée, c'est là un petit peu où je voulais en venir, c'est que c'est pas tout de suite qu'une machine, même s'il y a eu des expériences qui ont été faites, je crois, dans certaines agences, mais je suis pas tout de suite convaincu que des machines vont créer des campagnes de pub un jour et avoir des idées. Donc voilà, je voulais juste dire ça en intro, mais ça me paraît extrêmement important. Le deuxième point, c'est que la technologie dans une agence de communication, elle est omniprésente aujourd'hui. C'est formidable, mais là encore une fois, je pense que notre métier reste et restera toujours d'avoir des idées. Voilà, je suis un peu têtu sur ce sujet-là, mais les idées, c'est
Tant mieux s'il y a de la technologie qui peut nous inspirer pour avoir des idées. Tant mieux si la technologie peut nous faire accoucher d'idées. Mais au centre de notre métier, il restera quand même et toujours les idées. Donc les humains et les idées. Le troisième point, avant de parler de science-fiction, c'est, je voulais dire un mot rapidement sur les RH. On a toute une flopée de nouveaux métiers dans les agences, des UX, des web designers, des data scientists, des data analysts, c'est génial. Moi, je suis très fier de dire que chez Publicis, aujourd'hui, on a des mathématiciens. Oh, je vous aurais raconté ça il y a 5 ans, vous m'aurez regardé en disant « mais ce mec est complètement débile, quoi ». Non, on a des mathématiciens aujourd'hui. Certains d'entre eux très célèbres. Mais au-delà de l'informaticien, aujourd'hui, on a des mathématiciens, ce que je trouve absolument génial dans une agence de communication. Et pour revenir très vite sur le sujet de la science-fiction, je ne sais pas s'il y a des fans de science-fiction dans la salle, mais je suis sûr. Ben voilà, prends Star Trek par exemple. En 1966, j'étais pas né les amis, d'accord ? En 1966, si vous regardez les épisodes de Star Trek, vous avez la fameuse expression du Captain Kirk qui fait Kirk à l'inter. Vous regardez le design du téléphone de 1966, ça ressemble à ça aujourd'hui. C'est génial. En 1987, dans Star Trek, vous avez l'apparition des premières tablettes. Les tablettes, elles ressemblaient en 87 dans Star Trek exactement aux tablettes d'aujourd'hui. Et le dernier truc qui m'avait frappé, pour le coup, c'était en 1977. Je suis désolé, c'est hashtag vieillesse, mais c'est comme ça. En 1977, dans Star Wars, pardon, je suis sûr que vous vous souvenez de Obi-Wan Kenobi qui reçoit un message de la princesse Leia qui l'appelle au secours. C'était un hologramme. À l'époque, c'était juste délirant, mais c'était vachement inspirant. Et au tel point qu'il y a quasiment 1 an, jour pour jour, Jean-Luc Mélenchon était à la fois à Lyon et à Paris sous forme d'hologramme. Voilà, donc je trouve que les nouvelles technologies, c'est formidable. Mais encore une fois, derrière, il y a des humains et il y a des idées. Ok, Sébastien. Excuse-moi Dominique, j'aurais juste donné un contre-exemple à Patrick. Il y a quelques années de ça, j'étais déjà né, on a lancé un film qui s'appelait Minority Report. Voilà. Mais là, en l'occurrence, c'est déjà là. C'est déjà là via Samsung, je crois, qui fait des... c'est ça. Je vais rebondir sur Minority Report. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est le principe de Procope, qui est capable sur 48 heures, 72 heures, prédire quelque chose qui va arriver. Donc... Quand on a vu ce film de Steven Spielberg au début des années 2000, on s'est dit waouh, incroyable. C'est vrai que quasiment toutes les innovations qu'on a dans ce film aujourd'hui existent. On commence à les utiliser. Ce qui est impressionnant, c'est que dans certains quartiers aux États-Unis, autour de Los Angeles, grâce à l'intelligence artificielle, on est capable de savoir à 24 heures quels sont les quartiers, quelles sont les zones à 1 km près où il y a le plus de chances qu'un crime arrive. Et donc, les forces de police se déplacent en fonction de ces algorithmes. Donc, on rentre, et c'est utilisé au quotidien aujourd'hui. Donc, on rentre dans cet univers-là. Après, je suis très content d'intervenir et de recevoir un émissaire de Publicis pour parler de 3 choses. Quand on parle de communication et technologie, c'est important de parler de courage, de valeurs humaines, d'éthique, t'en parlais, et d'intelligence humaine. Alors pourquoi le courage et Publicis il pourrait y avoir d'autres exemples, mais je trouve que c'est un exemple assez emblématique. Quand au Cannes Lions l'an dernier, Arthur Sadoun, de façon totalement non prévue, prend la parole pour dire « Nous ne serons pas présents l'année prochaine. Nous allons consacrer 3% de notre chiffre d'affaires pour investir dans une nouvelle plateforme au sein de l'entreprise et on ne sera plus présent sur aucun prix. » Aussi bien en interne qu'en externe, c'est extrêmement courageux parce que le niveau de vibration à ce niveau-là, il est très très fort. Pourquoi je dis ça ? C'est que la technologie pousse un Maurice Lévy et un Arthur Sadoun, ou des patrons aujourd'hui, à se dire « Qu'est-ce que je change ? Comment je vais modifier mes organisations, mes ressources, mes investissements, la gestion de mes talents, mes plans de formation pour continuer à créer de la valeur pour mon entreprise et bien sûr pour mes clients ?» Ça se symbolise par quoi ? Ça se symbolise par une plateforme qui s'appelle Marcel. Qu'est-ce que Marcel, si vous en avez entendu parler ? Ça émane de quelque chose que Maurice Lévy dit très bien, le nos silos, nos solos, nos bozos, le monde de la communication. C'est comment j'arrive à communiquer sans frontières de façon extrêmement fluide. Et cette plateforme, grâce à de l'intelligence artificielle, place l'humain et ses compétences au cœur de l'entreprise. On va permettre de pouvoir capitaliser sur les compétences personnelles et professionnelles de chacun n'importe où dans le monde au bénéfice d'un client.
C'est extrêmement, je dirais, ambitieux. Il me semble qu'il y a des choses qui seront montrées à Vivatech. Et moi, je tiens à saluer cette prise de courage qui est importante. Alors, on disait des fois que certaines personnes, Laurent, tu disais que certaines personnes peuvent penser que la technologie, c'est pas cher. La technologie, quand on l'utilise, ça peut être cher, hein, en coût humain, en coût de formation. Mettre en place une équipe de social media management, c'est un investissement à proprement parler. C'est long, c'est compliqué à mettre en place, ça ne rapporte pas tout de suite. Quand ça rapporte, c'est top. Mais c'est quand même ces paramètres à prendre en compte. Et je parlais volontairement des réseaux sociaux pour parler ensuite de valeurs. On parlait d'employé advocacy. Pour que l'employé advocacy fonctionne dans une entreprise, ou dans une institution, ou dans une association, si je n'ai pas des valeurs et une éthique forte, pourquoi moi, en tant que collaborateur, je partagerai des informations d'entreprise? Je ne le ferai pas. Si moi, en tant que client aussi, je n'adhère pas aux valeurs de l'entreprise, de la marque, je ne vais pas lui acheter le produit. Et donc, pour que l'employé advocacy fonctionne, quelle que soit la technologie utilisée, il est indispensable qu'on ait ce qu'on appelle une culture solide dans l'entreprise. Et maintenant, parenthèse, dans cette même salle, en 2014, c'était l'année d'arrivée de Satya Nadella qui a changé l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui et qui prône la culture, une culture du partage, de « the more you share, the more you grow » au quotidien. En 2014, dans cette salle, on a lancé avec des entrepreneurs une start-up qui s'appelle Sociable, sociable.com. Et cette plateforme permet à tout collaborateur dans l'entreprise de pouvoir partager sur son compte Twitter, LinkedIn ou Facebook le contenu de l'entreprise. Fin 2014, on l'a lancé en juillet, on touchait 1,5 million de personnes tous les mois de façon organique. Aujourd'hui, on touche entre 3 et 4 millions de personnes tous les mois grâce à ce type d'approche. On utilise également LinkedIn Elevate. Et ça fonctionne bien parce que les personnes adhèrent à la culture de l'entreprise. Et après, dernier point, l'intelligence humaine, elle est fondamentale. Alors nous, bien sûr, on vend des technologies d'intelligence artificielle, c'est important. Mais capitaliser sur la passion, l'expertise, la valorisation de tout un chacun dans l'entreprise, c'est important. Et donc, dans ce contexte-là, se dire, je suis ouvert et je vais valoriser l'expertise de mon salarié en mettant, par exemple, un plan d'employee generated content, ou même si je suis au support et que je ne suis pas visible d'un client, je peux créer un contenu. Et moi, côté marketing, je valorise le contenu de mon collaborateur pour qu'il soit vu par les clients et qu'il soit vu par tous les collaborateurs et que tous les collaborateurs puissent le partager. C'est un impact énorme. Et donc, capitaliser sur l'intelligence humaine dans une entreprise, aujourd'hui, c'est un vecteur de communication que je dirais extrêmement puissant et à cultiver. Merci Sébastien. On parle de valeurs. Philippe, peut-être on a eu beaucoup à échanger hier soir, d'ailleurs, sur un certain nombre de sujets. Hein. Donc peut-être peux-tu en dire 2 mots et peut-être réagir, d'ailleurs, à ce qui vient d'être dit hein, par rapport aux valeurs qui sont portées et aux enjeux qui sont portés. La réaction, d'abord, c'est beaucoup d'enthousiasme quand on entend ce qui est dit, parce qu'effectivement, on a traité tous les sujets, l'entreprise vue de l'intérieur, l'entreprise dans sa communication, la place de l'homme. Alors moi, je serais peut-être un peu moins optimiste que vous, malheureusement, parce que je suis malheureusement convaincu que dans 10 ans, on aura nos avatars, et puis l'individu risque de passer en deuxième plan si on ne fait pas attention à un certain nombre de choses. Bon, mais en tous les cas... Oui, mais le problème, c'est là où on est dans une espèce de schéma très compliqué. On prône l'innovation, on prône la rupture, les différents modèles. En même temps, on n'est pas capable d'accepter que Uber fasse ce qu'il fait, et puis on n'est pas capable d'accepter que les entreprises changent dans leur mode de fonctionnement, et puis on n'est pas capable d'accepter que les données personnelles soient brinque-ballées sans qu'on les maîtrise vraiment. Alors comment on rend compatible tout un tas de murailles qu'il va falloir installer dans l'intérêt de l'humanité, avec ce même besoin permanent d'aller beaucoup plus loin dans l'innovation. Alors d'abord pour des problèmes de production, et puis ensuite on glisse tout doucement vers des problèmes d'organisation, et puis ça nous touche dans nos vies au quotidien. En tous les cas, moi ce que j'entends, c'est extrêmement enthousiasmant, parce qu'il y a une prise de conscience qui est exprimée là. Il faut juste la rendre cohérente entre, encore une fois, je pense, la technologie au service d'un sens et non pas l'inverse, avec une vision cohérente de l'intérieur, de l'individu, du salarié de l'intérieur pour aller jusqu'au client qui est à l'extérieur avec tous les canaux qui vont bien, et puis de mettre en place effectivement un minimum d'accompagnement. Alors l'accompagnement, c'est certainement... Pardon, oui, je voulais également aborder un autre sujet rapide, mais on va tous s'y retrouver. C'est compliqué de travailler sur les valeurs d'une entreprise dans son mode actuel que nous avons, nous, les anciens, de pensée, de compréhension de ce que c'est que l'entreprise, alors que l'entreprise demain, ça sera des projets
et des communautés. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est un projet de carrière, une organisation hiérarchique et une excellence opérationnelle. Demain, ça va être une passion sur un projet. Le projet me passionne, j'y suis, il ne me passionne plus, j'en change. Et je changerai d'entreprise. Alors, j'irai chercher des valeurs. J'irai chercher des valeurs. OK. Mais la difficulté, ça va être comment je rattache un positionnement, une filière, un axe de développement sur le long terme avec ces valeurs d'entreprise. Bon, je referme parce que la technologie va accélérer. On le voit dans ce que vous faites, la technologie va accélérer ce changement aussi de compréhension. Donc pour finir, et je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose la question là-dessus, on est là aussi, tu l'as dit Dominique, et je reprends ton propos d'introduction, on est là aussi pour faire en sorte que des entreprises, des startups se développent. Absolument. Voilà. Alors comment on fait une fois qu'on a dit ça pour que la relation contractuelle entre les entreprises traditionnelles aujourd'hui telles qu'on les connaît et les offreurs d'innovation vont faire en sorte que ces startups ne vont pas rester des startups, qu'elles vont devenir des scale-up, parce que des ETI maintenant ça fait un peu bon, bref, et pour devenir ensuite éventuellement des grands groupes qui eux-mêmes vont aller vers des... Voilà. Donc là il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet, comment valoriser la technologie, comment valoriser l'expérimentation, comment valoriser un démonstrateur. Et là, il y a un vrai problème. Et puis le point moi, que je vois apparaître et qui peut être un point sur lequel il faut vite prendre une position, et là je pense qu'il y a tous les acteurs capables de la défendre, cette position, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport au RGPD ? Comment va-t-on pouvoir rendre compatible le déploiement des RGPD avec le fait de pouvoir tester sur un bac à sable dans un environnement démonstratif d'un grand compte portant sur les données de ses clients, une technologie apportée par une start-up qui n'a pas du tout le niveau de maturité de son client, lequel client, lui, va être exposé à d'éventuelles sanctions, et la PME, la start-up, incapable de les supporter. Donc il va falloir qu'on y réfléchisse quand même. Et là, il y a une obligation des grands comptes à bâtir un port sur lesquels ces startups vont venir s'arrimer pendant le temps d'une expérimentation, et sans leur faire subir des coûts. Parce que si on leur fait subir les coûts, alors c'est juste pas possible, quoi. Donc là, il y a un sujet. Et je pense qu'on devrait réfléchir à se réunir, les opérateurs, les clients, les offreurs de plateformes, les startups. Ça, Philippe, alors on l'a décidé hier soir ensemble, mais maintenant on va le partager avec vous. Je crois qu'on a besoin de mettre un groupe de travail autour de ce sujet-là, et vous êtes tous bienvenus pour y participer, parce que je crois que c'est un vrai sujet. Il faut qu'on soit en avance de phase. Il ne faut pas qu'on soit dans l'urgence, dans l'action. Et je crois qu'on l'a décidé hier, et donc on va le mettre en œuvre, parce que quand à l'Observatoire on décide, on fait. On est en delivery. Donc on va le faire. Et sachez que je vous informerai tous, effectivement, du fait de venir travailler à nos côtés avec Philippe et moi-même, et tous les adhérents qui souhaiteront nous soutenir dans cette démarche. Je crois qu'elle est essentielle. Je me tourne vers la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Ça vous inspire? Ça vous évoque des choses? Vous avez envie de réagir? J'ai vu Muriel tout à l'heure noter des choses. Quand Muriel note des choses, j'ai l'impression qu'il y a des choses à dire. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités, à nos amis? Non? Je croyais que tu allais l'amener, alors, tu vois. Pas de questions. Oui. Bonjour. Alors, je vais vous donner le micro, ça sera mieux. Merci. Ce qui m'interpelle dans votre discours fort intéressant à tous, c'est que j'ai entendu une seule fois prononcer le mot accompagnement. Vous dites que l'humain doit être au centre, mais j'ai entendu une seule fois le mot accompagnement. Comment comptez-vous faire pour que toutes ces personnes vivent ce que vous appelez la disruption, ce que je trouve extrêmement violent comme mot déjà? Si on en trouve un autre, ce serait vraiment sympa. Je crois qu'à la direction du corporate, on doit sûrement s'exprimer autrement. Comment comptez-vous faire pour que tous les gens se sentent à peu près à l'aise, en maîtrise de ces nouveaux outils, pas perdus dans ces nouveaux jobs où on va travailler par projet et par tribu? Comment vous allez travailler là-dessus sur le fond? Jérôme, tu veux répondre? Je vais me permettre de répondre parce que je pense que c'est moi qui ai employé le mot dont vous parlez. Et je pense que c'est la clé de tout. C'est-à-dire que j'ai beaucoup moins peur de la technologie que de la capacité des gens à s'adapter à la technologie. C'est-à-dire que la technologie, on peut la craindre.
malheureusement, je crois qu'on ne peut pas l'empêcher. C'est-à-dire qu'à un moment, on sera toujours rattrapé et il va falloir qu'on s'adapte. Et je pense que la force, finalement, de l'homme par rapport à la machine, c'est cette capacité d'adaptation. C'est-à-dire que, alors j'étais pas né, mais au moment de la révolution industrielle, je pense que les gens ont eu beaucoup de doutes sur l'arrivée des machines dans les usines et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir? Eh ben, on est devenus des gens qui ont grimpé en maturité, qui se sont instruits peut-être plus, qui sont passés sur des métiers à plus forte valeur ajoutée. Je pense que la technologie, elle va probablement révolutionner tout ça. J'entends que ça va transformer énormément nos métiers de la communication. J'entends que les chatbots, alors on peut les aimer, ne pas les aimer. Aujourd'hui, ils ne sont pas très performants. Demain, ils le seront. L'intelligence artificielle, elle risque d'être plus forte que certaines intelligences humaines. Par contre, l'homme s'adaptera et il va changer. Par contre, il faut l'accompagner. Et ça, c'est très long, c'est très dur. Et malheureusement, j'ai peur que à chaque fois, dans chaque évolution, il y a quelques personnes qui payent un peu le prix de ces transformations. Et notre métier, à nous, alors à la communication, mais surtout au RH, là pour le coup, c'est d'être capable d'accompagner ces transformations. Bon, je vais prendre le cas de mon entreprise parce que c'est celui que je connais le mieux. On a digitalisé énormément les processus. Alors, en communication, mais pas seulement. Maintenant, nos techniciens, quand ils interviennent, ils sont équipés de tablettes, de drones, etc., etc. Ça, c'est pas fait tout seul. C'est des heures et des heures et des heures de formation. Ça coûte cher, mais c'est le prix de l'efficacité, c'est le prix de l'intégration de cette technologie. C'est un prix qu'il faut payer. On ne pourra pas l'éviter, et je pense que c'est peut-être lourd, mais c'est vite rentable. Mais oui, l'accompagnement, c'est la clé. Et dans nos métiers de communication, je pense qu'effectivement, il y aura toujours la valeur de l'idée, il y aura toujours la créativité, il y aura toujours tout ça. Moi, quand je parle des technologies, ça ne reste que des outils très performants par rapport aux outils qu'on avait avant, de plus en plus performants, qui nous permettent de mieux en mieux de connaître de mieux en mieux nos clients, nos collaborateurs, etc. Mais effectivement, il y aura à passer ce cap. Et ça, c'est pour moi probablement l'enjeu des entreprises aujourd'hui, en sachant, et j'ai peur d'être un peu franc en disant que, comme dans tout changement, il y aura probablement quelques personnes sacrifiées. À nous de faire en sorte qu'elles soient le moins nombreuses possible. Oui, Céline, tu voulais réagir? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut associer technologie et responsabilité. La technologie nous donne de grands pouvoirs, et si je paraphrase un grand philosophe, Spider-Man, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et je pense qu'effectivement, c'est extrêmement important d'utiliser la technologie à bon escient et d'utiliser effectivement pour que nous tous, les hommes, les femmes qui travaillent dans les industries quelles qu'elles soient, puissent se faciliter la vie et vivre différemment et certainement de manière plus aisée avec ces nouvelles technologies. Je voulais vous parler d'une initiative, même d'un projet qu'on a lancé, qui a été lancé la semaine dernière, qui s'appelle JobOps, qui est une application qu'on a lancée puisqu'effectivement on a la conviction qu'on a une responsabilité vis-à-vis de nos salariés. On a sur les 22 000 salariés qui constituent le groupe, 17 000 personnes qui travaillent, à peu près la moitié, on va dire 9 000 personnes qui travaillent 3 jours par semaine. Donc ils sont tous en CDI, l'ensemble de nos salariés sont en CDI. Et on s'est intéressé à leur temps non travaillé, puisqu'on estime avoir une responsabilité vis-à-vis d'eux. Et donc, on a créé une application, donc je vous invite d'ailleurs à la télécharger, qui s'appelle donc JobOps, qui permet à nos collaborateurs qui travaillent à temps partiel de pouvoir trouver un second emploi à temps partiel avec des entreprises partenaires qui nous accompagnent, comme Onet, O2, Autogrill, Pôle emploi et d'autres gros groupes industriels qui nous rejoignent dans cette aventure. On a déjà 7000 offres d'emploi qui sont présentes en France. On a commencé, ça y est, à lancer cette plateforme et ça fonctionne très très bien. Et c'est exactement pour moi la manière dont la technologie vient au service de l'individu et au service des organisations qui savent bien l'utiliser. Et juste pour terminer, Madines, que je remercie d'être partenaire,
nous a classé dans le top 3 des applications de la semaine. Donc je vous invite aussi à aller sur le fil Twitter de Madines pour tweeter, pour voter sur JobOps et faire monter notre application. Merci. Merci Céline. Laurent, l'humain, je sais que c'est la préoccupation qui est la tienne. Tu en parles toujours. Enfin, moi, dès que je lis tes publications, je sais que tu mets toujours l'homme au centre de beaucoup de choses, de tes stratégies, même dans la modification et l'évolution que tu fais prendre à ton agence. Hein, l'être humain est au cœur. Quelques mots là-dessus pour agir. Moi, j'ai un petit peu envie de revenir sur ce que vous disiez. En fait, la difficulté, c'est de prendre compte de quand on est un individu, c'est de prendre la mesure du temps de l'histoire dans lequel on est. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est assez complexe, cet exercice. Alors moi, je vous propose de faire un petit exercice mental assez simple, qui est de prendre un hélicoptère et de monter très haut et de regarder le temps de l'histoire de la façon suivante. Au fond, on était tous dans une économie agricole, en mangeant ce que nous produisions. Puis nous sommes allés dans des villes où l'enjeu était de produire de façon massive. Et le rôle de la communication est arrivé à un moment donné où l'enrichissement ne venait plus de la production, mais de la création de valeur additionnelle qui était liée à la dimension immatérielle de la valeur de ces produits. Et nous sommes à ce moment de l'histoire. Et la difficulté, c'est que on voit apparaître une nouvelle forme de production de richesse dans laquelle l'homme n'est plus central dans la production et la valeur immatérielle ne l'est plus non plus. Parce que qu'est-ce qui aujourd'hui est déterminant? C'est l'usage massif d'applications et d'outils technologiques sur lesquels le capital humain qui est mobilisé est de plus en plus faible et sur lequel la part de l'immatériel est de plus en plus faible parce que ce qui est privilégié par la technologie, c'est la simplicité et c'est la fonctionnalité. Donc on est dans une économie qui est en train de basculer. Et la question, c'est quelle est notre position en tant qu'être humain, à la fois par rapport à... Je m'excuse, hein, peut-être que vous avez l'impression que j'ai fumé la moquette, mais la question, c'est combien de temps est-ce qu'on peut essayer? Et moi, je suis assez d'accord avec vous, madame. Hein, la question, c'est quelle est la place qu'on veut donner à l'individu et, pardon d'employer un gros mot, mais aussi à l'éthique dans ce monde du futur. Parce que dans ce monde du futur, les enjeux éthiques sont monstrueux et ils sont tous devant nous. Ces enjeux éthiques sont, on l'a dit, par rapport à l'utilisation des données personnelles, mais par rapport à la prévision en matière de médecine et l'anticipation des maladies, aux enjeux que ça va avoir économiques sur la banque et l'assurance, à l'évolution qu'on va avoir sur notre rapport au corps, notre rapport à la vieillesse, sur la structure urbaine qui va être issue d'un vieillissement massif de la population, etc. Et ces questions-là, aujourd'hui, moi je vous dis juste, il y a une préoccupation en tant que citoyen. Alors vous pensez que c'est plus du tout une question de communication, c'est que ma préoccupation à ce terme-là, c'est de m'interroger sur les formes de gouvernance éthique d'un système dans lequel fondamentalement les acteurs économiques sont dans un nombre extrêmement limité et le nombre de gens qui sont en situation de pouvoir travailler de façon active sera extrêmement limité. Et donc on est quand même pour la première fois au seuil d'une évolution qui questionne vraiment la place de l'être humain. Et moi, je suis bien sûr dans toutes les transformations, et j'ai un peu écrit sur les transformations pendant quelques années de ma vie. La question, c'est qu'évidemment, la transformation, elle tord la place de l'homme et elle pèse sur l'individu parce qu'elle l'oblige à se mettre dans un inconfort. Mais là, il ne s'agit plus d'un inconfort, il s'agit d'une remise en cause substantielle de l'identité de l'homme. Et moi, je pense qu'on est vraiment à un moment donné de notre histoire qui questionne comme jamais on a été questionné. Donc il est temps de s'impliquer, de se mobiliser. Par exemple, les questions de l'éthique du digital, juste un petit mot là-dessus. On est dans un métier dans lequel on est confronté à une éthique du digital qui pose des questions énormes. J'ai la chance, en tant que président de la ACC, de faire le tour des délégations et je vais à la délégation santé. Et regardons 2 secondes la question de la santé. Est-ce que l'un d'entre vous, j'imagine, a regardé un peu un site internet sur des questions de santé, soit parce qu'il avait, je sais pas quoi, des varices, envie de maigrir ou un problème de digestion? Passez 2 minutes sur internet et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez émerger des acteurs qui sont des acteurs qui procèdent de façon totalement illégale, avec de la vente commerciale de produits de santé, dans une dérégulation totale, avec une absence totale de règles. Il n'y a plus aucune règle sur le site. Et de l'autre côté, vous avez des acteurs traditionnels qui sont les labos, qui n'ont pas le droit de prendre la parole et pas le droit de faire de la communication commerciale. Donc en fait, vous êtes dans 2 mondes. Et le monde du digital aujourd'hui, dans sa dérégulation presque naturelle et consubstantielle, pose des questions éthiques qui sont extrêmement graves. C'est extrêmement grave.
Et je vous parle pas de la combinaison qu'il y a entre ces acteurs et la maîtrise de la data. Parce que moi, j'étais l'autre jour avec une personne qui m'a dit qu'elle avait fait un anneau gastrique et j'étais à côté d'elle dans une réunion et je vois sur son écran un truc qui était sur un ventre gras. Il y avait une animation, un gif d'une pauvre dame qui bougeait son ventre. Et vous vous dites, la malheureuse, elle ne peut plus éviter. Il faut qu'elle efface toutes ces données pour ne pas se retrouver avec des trucs... Pardon, je sens bien que tu trouves que je déconne, mais... Non, tu déconnes pas. Non, c'est pas que tu déconnes pas, c'est que le temps qui déconne. C'est le temps qui Arrête, déconne. tais-toi, Laurent. Mais non, mais nous sommes... Prenons conscience quand même de cette grande histoire. Alors attends, non, Muriel, me regardez, ne cessez de me fixer. Ouais. Juste, Muriel, la Poste, qui fait aussi du retargeting, Céline, t'as raison. Non, t'es pas fou. T'as raison. Et juste un peu en témoignage et pour apporter un bout de sujet là-dessus, je pense qu'il ne faut pas dire ou penser ou laisser croire que ceux qui s'interrogent sur le sens de tout ça et de la place de l'homme dans tout ça sont des gens qui sont adverses à la techno. Pas du tout. Et le sujet, ce n'est pas un sujet de refuser l'idée qu'à un moment, on ait des évolutions de métiers et qui fassent que certains métiers disparaissent et d'autres apparaissent. Je pense que le vrai point, et je crois comprendre, enfin, qu'on comprend la même chose, c'est juste le sens qu'on donne à tout ça. C'est au service de quoi ? Fondamentalement. Et pour rebondir et abonder dans ton sens, Laurent, il y a un vrai sujet de libre arbitre. Et de ce point de vue-là, on a une vraie responsabilité, où que l'on soit, quoi que l'on porte, qu'on soit annonceur, qu'on soit provider, qu'on soit agence, ça ne peut pas être quelque chose qui nous laisse indifférents. Cette question de la finalité de tout ça et la manière dont on va être capable non seulement d'éduquer nos collaborateurs ou de les faire évoluer en compétences, mais de faire évoluer en compétences et en compréhension de ce qui se passe, d'autres aussi, non seulement des consumers, mais des citoyens, des clients, nos enfants. Enfin, la question de la compréhension de ce qui fabrique un algorithme et du caractère non scientifique d'un algorithme, c'est un sujet hyper important. Et c'est un sujet qui, à mon sens, nous concerne tous. Après, on peut dire qu'on n'est pas pour et que c'est un droit, c'est absolu. Mais c'est juste ça là-dessus que je voulais. Puis on va ensuite parler de formation et de montée en compétences, justement. Mais je pense que le sujet, tu as raison, Laurent. Non, tu n'es pas fou, tu as raison. C'est un vrai sujet. Au service de quoi ? Et comment on rend les gens libres ? Parce que c'est ça, le fond. Dominique, deux secondes, promis. Moi, je pense que la complexité également repose sur le fait qu'on est à la fois confronté à une problématique d'entreprise et à une problématique d'individu. Alors, l'entreprise, je pense qu'on a des éléments de réponse aujourd'hui. Il faut vraiment les considérer et observer ce qui se passe actuellement sur la prise en compte de la RSE. Je pense que ça y est, ça commence à être un élément de communication, même de différenciation, et heureusement, ça commence à bouger. Au-delà de ça, il y a l'objet social, ce grand débat qui commence. Et je pense que ce qu'on se dit là, si on arrive à l'injecter dans ces réflexions autour de l'objet social, peut-être qu'on alignera les entreprises dans leur ensemble sur les bonnes voies. Et puis, je pense qu'il y a un volet également sur lequel il faudrait bouger, c'est les gouvernances des entreprises. Parce qu'on dit l'objet social, on dit la RSE, mais il faut faire aussi évoluer les gouvernances. Et tant qu'on n'aura pas dans les conseils de surveillance, des conseils d'administration, des gens qui portent ces messages-là, ça ne bougera pas. Qui aujourd'hui porte les messages dans les conseils d'administration ? Ce sont les anciens, avec cette vision d'un monde qui est celui qu'on a dans nos rétroviseurs. Et si on ne met pas dans ces conseils d'administration des gens qui ont une vision de ce qu'est l'entreprise, de son rôle dans la vie de la société de dans 20 ans, ça ne bougera pas. Bon. Merci Philippe. Bien écoutez, d'ailleurs, le temps est écoulé. Sébastien, il est l'heure que tu conclues, avant que je reprenne la parole pour vous donner la suite du programme. Mais je vais te laisser apporter la conclusion. Merci Dominique. J'adorerais rebondir sur plein de points, mais au regard du temps, je ne le ferai pas. Pour conclure, sur ce lieu, on reçoit souvent des execs qui viennent des États-Unis. On a de nombreuses business reviews. Et chaque année, on leur vend la France. Ce qu'on fait et pourquoi il est important d'investir en France. Donc je vais finir sur ça, un petit moment de cocorico. En novembre, on avait une business review extrêmement importante. Et pour la première fois, depuis quelques années, on vendait la France avec un niveau de conviction important,
Quand on voit ce qui se passe à Station F, quand on voit ce qui se passe autour de Vivatech, quand on entend dans le monde entier que la France se transforme en Startup Nation, je peux vous assurer que c'est entendu et perçu. Il y a de très nombreuses startups qui nous font rayonner. Il y en a une par exemple ici qui est à Station F. Je prends Glaze par exemple, des acteurs qui sont petits mais qui vont devenir potentiellement très grands. Et comment collectivement, dans des grands groupes, on arrive à faire en sorte que cet écosystème se développe, accélère, contribue à générer de la valeur en France et ailleurs. C'est un élément de différenciation fort et je suis très fier de ce qui arrive actuellement. Donc à nous toutes et tous de faire en sorte que l'on continue à rayonner au mieux. Merci.